La Chine a récemment dévoilé une nouvelle politique de contrôle des exportations, provoquant une onde de choc immédiate au sein du tissu industriel japonais. L'origine de cette inquiétude est claire. À compter du 6 janvier 2026, les autorités chinoises ont mis en place des restrictions ciblées contre le Japon concernant les biens dits à double usage. Désormais, tout équipement, composant ou matériaux pouvant servir à des usages militaires ou présentant un potentiel d'application dans le domaine de la défense se voit interdit d'exportation vers le territoire japonais. Les conséquences de cette décision sont profondes et transversales, car ces intrants stratégiques sont intégrés à presque tous les segments critiques de l'industrie nippone. D'après plusieurs évaluations sectorielles, si le Japon échoue à sécuriser des sources alternatives de terres rares et de matériaux associés dans un délai de 3 mois, des filières clés pourraient connaître un arrêt en cascade. Les moteurs électriques, les équipements destinés à la fabrication de semi-conducteurs, les machines-outils de très haute précision, l'électronique de défense ou encore les systèmes radars figurent parmi les secteurs directement menacés. Le choc économique potentiel est estimé à environ 660 milliards de yens. Cette situation soulève deux interrogations majeures. Pour quelles raisons Pékin adopte-t-il soudainement une posture aussi ferme à l'égard du Japon et quel levier Tokyo peut-il activer pour faire face à cette crise ? Pour comprendre l'ampleur de la vulnérabilité japonaise, il faut examiner la structure même de son modèle économique. Le pays repose sur un appareil industriel extrêmement avancé, orienté vers la création de valeur par la technologie et la précision. Automobile, robotique industrielle, fabrication de composants critiques et équipements en amont de la chaîne des semi-conducteurs constituent l'épine dorsale de l'économie nationale. Toutefois, derrière cette excellence technologique se cache une fragilité structurelle majeure, la dépendance aux terres rares. Bien que le Japon soit un archipel composé de plus de 6800 îles, ses réserves identifiées de terres rares restent très limitées. Elles sont estimées à environ 50 000 tonnes, soit à peine 0,6% des ressources mondiales connues. De surcroît, ces gisements sont de petite taille, faiblement concentrés et quasiment dépourvus de valeur exploitable sur le plan minier. En pratique, cela signifie que le pays ne peut pas compter sur ses ressources domestiques et dépend massivement des importations. Historiquement, cette dépendance s'est traduite par une relation extrêmement déséquilibrée avec la Chine. Dès 2010, plus de 90% des terres rares importées par le Japon provenaient du marché chinois. Cependant, cette relation commerciale s'est brutalement dégradée la même année à la suite d'un incident maritime impliquant un chalutier chinois dans les eaux proches des îles Diaoyu Senkaku. À ce moment-là, le différend sur la souveraineté de ces îlots était déjà gelé et l'incident a encore intensifié les tensions bilatérales. Les autorités japonaises avaient alors procédé à la détention du capitaine du navire chinois afin d'engager des poursuites judiciaires. Du point de vue de Pékin, ces îles ne relèvent pas de la souveraineté japonaise et cette arrestation a été interprétée comme illégitime, voire comme une atteinte directe à l'intégrité territoriale chinoise. En réaction, la Chine avait interrompu pendant environ 7 semaines ses exportations de terres rares vers le Japon. Il ne s'agissait pas d'un embargo officiel, mais d'un blocage de facto obtenu par la réduction des quotas et le ralentissement administratif des flux. À ce moment-là, l'industrie japonaise avait vacillé. Plusieurs chaînes de production, notamment dans l'automobile et la fabrication de batteries, avaient dû suspendre leurs activités faute de composants essentiels, tels que les aimants permanents. Face à cette crise interne soudaine, Tokyo disposait d'une marge de manœuvre extrêmement réduite. Finalement, le capitaine fut libéré et environ 3 mois plus tard, les premières cargaisons de terres rares chinoises recommencèrent à franchir les frontières japonaises. Cet épisode a profondément marqué les décideurs industriels et politiques du pays. À la suite de la crise de 2010, le Japon a officiellement engagé une stratégie visant à réduire sa vulnérabilité aux ruptures d'approvisionnement. Les autorités et les industriels ont multiplié les initiatives afin de diversifier leurs sources de terres rares et de sécuriser l'accès à des matières premières critiques. Pourtant, 16 ans plus tard, un simple avis administratif émis par Pékin a suffi à bloquer en un instant la principale artère d'approvisionnement du Japon. En janvier 2026, le gouvernement chinois publie une décision d'une clarté inhabituelle. Interdiction absolue d'exporter vers le Japon tout bien à double usage destiné à des applications militaires ou à des utilisateurs liés à la défense. Cette mesure englobe des ressources stratégiques telles que les terres rares, le gallium et le germanium, mais aussi plus d'1 millier de catégories de produits industriels. Y figurent notamment des métaux spéciaux et des machines-outils de très haute précision, indispensables à de nombreux secteurs de pointe japonais. Avant même que les entreprises n'aient eu le temps de mesurer l'impact de cette annonce, Pékin frappe à nouveau. Moins de 24 heures plus tard, une seconde communication officielle vise cette fois un produit chimique clé, le dichlorosilicane.
Une enquête anti-dumping est ouverte concernant les importations japonaises de cette substance. En moins de 48 heures, la Chine combine donc deux leviers puissants, la coupure de matériaux critiques et le déclenchement d'une procédure commerciale lourde. Le calendrier extrêmement serré laisse le gouvernement japonais et le monde des affaires sans véritable capacité d'anticipation. La réaction la plus immédiate se manifeste sur les marchés financiers. Dès l'annonce des mesures, les valeurs du secteur chimique s'effondrent. Les actions de groupes majeurs tels que Shin-Etsu Chemical et Mitsui Chemicals enregistrent des chutes brutales. L'industrie automobile est également touchée. Les titres de Toyota et Honda reculent de plus de 5%. Les investisseurs perçoivent rapidement le cœur du problème. Sans accès régulier aux terres rares et aux intrants stratégiques chinois, une grande partie de l'appareil productif japonais ne peut fonctionner durablement. L'inquiétude est accentuée par l'absence totale de préavis. De nombreuses entreprises ne disposent que de 2 à 3 mois de stock. Un responsable des achats d'un grand groupe électronique a ainsi indiqué que près de 70% des commandes d'approvisionnement de son entreprise dépendaient de fournisseurs chinois et que ces flux venaient soudainement d'être interrompus. La justification officielle avancée par Pékin renvoie directement au terrain politique. La première ministre japonaise, Sanae Takaichi, avait récemment déclaré que l'usage de la force par la Chine contre Taïwan ou toute menace directe pesant sur le Japon pourrait créer une situation engageant la survie même du pays. À Pékin, ce type de prise de position est perçu comme une atteinte directe à une ligne rouge fondamentale liée à la souveraineté nationale. La première réponse chinoise avait consisté à suspendre les importations de produits aquatiques japonais. La restriction sur les terres rares apparaît alors comme l'étape suivante d'une stratégie graduée de pression. La question devient dès lors inévitable. Le Japon dispose-t-il réellement des moyens nécessaires pour s'affranchir de cette dépendance structurelle ? Les autorités japonaises sont conscientes depuis longtemps qu'une dépendance excessive envers un fournisseur unique constitue un risque majeur. Entre 2010 et 2020, le pays a tenté de réduire son exposition à la Chine par des politiques de diversification et par le développement du recyclage. Plusieurs entreprises japonaises ont investi dans le projet australien Lynas, ont signé des contrats d'approvisionnement à long terme et ont apporté un soutien technologique afin de renforcer cette filière alternative. Parallèlement, les industriels ont ajusté leurs pratiques. Les moteurs électriques ont été conçus pour consommer moins de terres rares lourdes. De nouveaux types d'aimants composites ont été développés et des solutions logicielles ont été utilisées pour compenser la perte de performance liée à l'utilisation de matériaux moins critiques. Malgré ces efforts, les résultats demeurent limités. Les terres rares lourdes restent extrêmement difficiles à substituer et surtout, le Japon demeure fortement tributaire de la Chine pour les étapes les plus sensibles de la chaîne de valeur, à savoir la séparation et le raffinage. En 2023, les importations totales japonaises de terres rares atteignaient environ 7 784 tonnes, dont près de 5 700 tonnes provenaient de Chine, soit environ 70% du total. Après plus d'une décennie d'efforts, la diversification n'a donc pas permis d'éliminer la dépendance centrale. La raison de cet échec relatif est structurelle. L'avantage chinois ne repose pas uniquement sur la taille de ses réserves minières. D'autres pays disposent de ressources plus importantes. Ce qui distingue la Chine, c'est la maîtrise complète de l'ensemble de la chaîne industrielle. Capacité de séparation, raffinement, volume traité, coût de production et aptitude à absorber les contraintes environnementales. À chaque maillon, Pékin surpasse ses concurrents potentiels, réduisant considérablement l'émergence d'alternatives viables. Face à l'impasse créée par les restrictions chinoises, le Japon choisit d'explorer une option radicale. Dès la deuxième semaine suivant l'annonce des mesures de Pékin, l'agence japonaise de recherche marine déploie son navire d'exploration, le Chikyu, vers les eaux situées autour de Minami Torishima. Cette zone océanique présente une profondeur moyenne d'environ 6000 mètres. L'objectif est ambitieux, forer les couches de sédiments sous-marins riches en terres rares et lancer officiellement la toute première tentative mondiale d'exploitation expérimentale de terres rares en haute mer. Le choix de Minami Torishima n'est pas anodin. Cette île marque l'extrémité orientale du territoire japonais et permet au pays de revendiquer une zone économique exclusive d'environ 400 000 km². Conformément au droit international, les ressources présentes dans cette zone relèvent de la souveraineté japonaise. Dès 2010, des travaux scientifiques avaient mis en évidence une concentration exceptionnellement élevée de terres rares dans les boues diffuses entourant l'île, parfois plusieurs dizaines de fois plus élevée que dans les gisements terrestres traditionnels.
Un élément rend ces découvertes particulièrement stratégiques. Les sédiments identifiés seraient majoritairement riches en terres rares lourdes. Or, ce sont précisément ces éléments qui sont les plus critiques pour l'industrie japonaise et les plus faciles à bloquer par des restrictions commerciales. Sur le papier, si l'extraction devenait techniquement et économiquement viable, les volumes disponibles pourraient théoriquement suffire à alimenter les besoins du Japon pendant plusieurs siècles. Cependant, la réalité technique et économique s'avère bien plus sévère. À une profondeur de 6000 mètres, les défis d'ingénierie deviennent considérables. Les contraintes mécaniques, la pression extrême, la complexité des opérations sous-marines et les coûts logistiques associés n'ont rien de comparable avec ceux de l'exploitation minière terrestre. Le seuil de rentabilité atteint des niveaux extrêmement élevés. Même avec des technologies pleinement maîtrisées, de nombreuses entreprises seraient incapables de supporter les investissements nécessaires. Le coût d'extraction d'une tonne de terres rares en haute mer pourrait ainsi équivaloir à celui de plusieurs tonnes de terres rares conventionnelles achetées sur les marchés internationaux. À cette équation déjà défavorable s'ajoute la question environnementale. L'exploitation minière des fonds marins entraîne des perturbations écologiques majeures, affectant durablement des écosystèmes encore largement méconnus. Un passage à l'échelle industrielle exposerait inévitablement le Japon à une forte opposition internationale et à des pressions diplomatiques accrues. Mais le principal obstacle demeure ailleurs. Disposer d'une ressource brute ne suffit pas à garantir l'indépendance industrielle. Une fois remontés à la surface, les boues riches en terres rares doivent encore subir des processus complexes de séparation, de purification et de transformation. Autrement dit, même si le Japon parvenait à extraire ces matériaux depuis les abysses, il resterait confronté au maillon le plus critique de la chaîne de valeur. Or, la capacité industrielle à maîtriser ces étapes clés demeure pour l'instant largement concentrée hors du Japon. Les infrastructures, les laboratoires et les unités de raffinage capables de traiter ces matériaux à grande échelle se trouvent principalement en Chine. Ainsi, même en exploitant des ressources situées à 6000 mètres de profondeur dans sa propre zone maritime, le Japon ne parviendrait pas automatiquement à contourner les goulots d'étranglement industriels existants. En définitive, la tentative japonaise d'exploitation des terres rares en haute mer illustre à la fois l'urgence stratégique de la situation et les limites structurelles auxquelles le pays se heurte. Elle montre qu'une dépendance ne se résume pas à l'accès à la ressource, mais qu'elle est profondément ancrée dans la maîtrise de l'ensemble de la chaîne industrielle, de l'extraction jusqu'au produit final. Et vous, qu'en pensez-vous ? Selon vous, le Japon a-t-il encore une vraie marge de manœuvre pour réduire sa dépendance aux terres rares chinoises, ou cette situation est-elle devenue structurelle et presque impossible à inverser ? Pensez-vous que l'exploitation en haute mer soit une solution crédible à long terme ou un pari trop risqué sur les plans économiques et environnementaux ? Dites-le moi dans les commentaires. Je lis vos avis avec attention et j'échange régulièrement avec vous. Merci sincèrement d'avoir suivi cette analyse jusqu'au bout et merci aussi pour votre fidélité à la chaîne. C'est grâce à vous que ce contenu existe. Si ce n'est pas encore fait, abonnez-vous et activez la cloche pour ne pas manquer les prochaines vidéos et analyses sur la géopolitique, l'économie mondiale et les grands enjeux industriels. On se retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo du même genre. À très vite.